Ce sera surtout le jeune Chivot par lui-même, parce qu'il a quand même écrit beaucoup, et en une heure et quart, on ne peut que survoler son œuvre. Et si c'est à moi qu'on a demandé de vous parler aujourd'hui de Jean Chivot, c'est peut-être parce que j'ai vécu dans son village, dans le village où il est né, Villiers-les-Gamaches. En même temps que lui, il était déjà à Ville quand moi j'étais à Villiers-les-Gamaches, mais il y venait souvent pour rendre visite à sa mère. Et il venait souvent aussi parce qu'il a toujours beaucoup aimé Bugny. D'ailleurs, dès le début, il a signé Eugène et Bugny, parce qu'en Picard on dit Eugène au lieu d'Eugène. D'ailleurs, dans le reste de cette causerie, je dirais souvent Eugène ou souvent Eugène, hein, parce que la force de l'habitude fait que, comme Jean-Luc l'a fait pour Armel, on avait beaucoup de mal à dire autrement que leur prénom. Nous avons vécu assez longtemps ensemble quand même. Donc il aimait beaucoup Bugny, il a signé très vite Eugène et Bugny. Et peut-être pensait-il que Eugène et Bugny faisaient un peu nouvelle noblesse, il a tout de suite ajouté Eugène et Bugny Arac, ce qui rendait la chose beaucoup plus rurale et lui donnait un peu plus de simplicité. Pourquoi Bugny Arac? Ça se perd dans la nuit des temps. Enfin, il faut vous dire que Bugny, c'est un village du plateau du Vimeux, qui est juste au bord de la vallée de la Brelle, mais un village extrêmement horizontal, où l'eau s'écoule peu. Et donc, du temps où il n'y avait pas de goudron, la boue restait et attendait la nouvelle pluie qui ne tardait pas, bien sûr, qui arrivait avec les vents du sud-ouest du Tréport. Donc, c'était pour ça Eugène et Bugny Arac. Il a d'ailleurs écrit un petit texte pour montrer sa fierté, parce que Eugène de Bugny Arac n'était pas toujours bien vu, donc pour exprimer sa fierté d'être de Bugny Arac, un tout petit texte dont je vous lis une partie. Bugny Arac, comme ils disent au monde des fins bébés, fait toujours qu'au feu j'ai petit père. Et d'où qu'ai-je su pour être si dur, d'un poignet de chiens qui sont d'attaque, chute un bisquieux de Bugny Arac, comme il l'avait appelé d'un temps, un rayon de lit, chez Maldisa. Arac, et j'ai commis des sottes, puis c'est sentir béguette ou zot. À Bugny, chauter, un feu clouer alors, et que chez elle qui collait plus fort. Mais, chez le mien et puis, j'ai tout dit, je n'ai qu'un jour au point pour un impie. Voilà cette petite déclaration concernant Bugny. Il est donc né à Villiers-les-Gamaches en 1901 et il est mort à Ville en 2001. Il a donc parcouru tout le XXe siècle. Et il a rencontré des personnages qui avaient eux-mêmes parcouru toute la deuxième moitié du XIXe siècle. Et il a connu dans sa jeunesse des gens qui étaient nés sous la Restauration. Il parle d'ailleurs de son grand-père, qui était du profond XIXe siècle, un bûcheron, qui était lui-même illettré. Oh, je n'en lirai pas aujourd'hui, je verrai tout à l'heure si j'ai le temps. Enfin, il parle un peu de son grand-père, parce que c'était le pays de ses ancêtres. Mais c'était aussi le pays de la jeunesse, et il y a une image qui est très forte pour lui. C'est une image qui est à la fois sa vie et son œuvre, parce qu'il y a puisé beaucoup de ses inspirations, beaucoup de ses observations. C'est le Café du Progrès. J'ai apporté une vieille photo du Café du Progrès, vous ne la verrez pas là, mais je la mettrai là tout à l'heure. C'est une photo qui donne une image du Café du Progrès au début du siècle. À l'époque où Eugène était enfant et il était là. Il a été élevé dans ce café, parce que sa mère et Philomène tenait ce café, elle portait le doux nom d'Hermine, Philomène Hermine, et après elle s'est appelée Dame Chivot. Il ne faut pas croire que c'était une tenancière joyeuse et opulente, pas du tout. C'était une petite femme un peu rabougrie, toujours en activité, toujours soucieuse de la bonne marche de son établissement. D'ailleurs, le Café du Progrès, ou le Café Philomène comme on l'appelait, était très animé. Il était même assez moderne pour l'époque. Eugène, dans l'un de ses livres, a même
réservé un chapitre qu'il a intitulé « Café du progrès ». Il en parle un petit peu au début du chapitre. J'en nomme un petit extrait. Dans le temps, sans auto, on a un peu la jaune comme un nuit. Chez eux, il est doué de fin content chez Dimanche et de leur trouver entre les jeux de cartes et de domino et de billard. À chez fait, el café Philomène, comme on l'appelle, il déborde au s'amuse au glamin à écouter chez Diseux, chez Canteur Nomade, comme Pio Clair, Jules Cardon, puis ma père et tout. Pio Clair, pour toutes les questions, c'était mon arrière-grand-père. À l'époque, on s'éclairait au pétrole. Mais, à Portlet d'Atteville, il y a un marchand de carburant pour chez Lanterne et le vélo à la Sétilane. Mes périns, ils ont ceux qui montrent dans chez maison des éclairages du même principe, une véritable pieux usine à gaz d'un état bien protégé, loin surtout d'une flamme, car les roues fait tout explose. Et chez Bec, il est tout à Manchon, comme je suis gaz de ville, mais chez lumière blanche, à l'éclairement pénible. Elle est au point récomparable, même avec chez ampoule électrique. Pensez si mère elle est trop fière d'une invention pérée. Jamais un café, il n'a aussi bien mérité un autre café du progrès. Et tout ce petit monde joyeux et très bavard du début du siècle a vite connu la guerre de 14. Eugène avait 13 ans à la déclaration de guerre. Il n'a pas beaucoup écrit sur la guerre 14 parce qu'il l'a vécu douloureusement. Par pudeur, il a écrit quelques textes, un peu d'humour en marge de la guerre. Mais quand Chlancheron a sorti un numéro spécial sur la Grande Guerre, Eugène a quand même écrit quelques pages un peu plus graves concernant la guerre et qui donnent un éclairage sur sa vie à cette époque-là. Il a écrit aussi en hommage à sa mère. Donc il parle de sa mère. Si elle avait eu chètre aux ans, et mère, veuve à 50, et je t'ai pourtant vraiment que de savoir tout le matin, puis fait de pis pour les autres. Ma parent, et que chez vos Saint-Frère, Fernand, Hermine, un bel homme, un vrai train d'un café. Il a beau faire sa service au 8e régiment de chasseurs en pied d'Amiens. Elle 2 ou 14, la guerre a éclaté comme une bombe. J'avais 13 ans. Je m'en souviens une vie entière. Mes parents, dont frère de mère, ils partent pour son 8e chasseur et chez toi comme pour chez soi un régiment d'attaque. Je le vois courir sous le peu d'espoir et c'était dans ses 2 mains. Ils sont morts d'avance à ce malotin. Ah, il est fini. Et que j'en reviens, je crois, en Dieu possible. Elle veille du 11 novembre 14, il arrive en Belgique sur l'Isère. Et le lendemain, durant ce premier attaque, il a disparu, pour toujours. La dite noyée dans l'Isère, déchiquetée par un obus, un terrain vivant mystère. Pense dans quel état vous êtes un tortue. Mon père, lui qui bordure pour 40 ans, il a traversé au 328 et de réserve, il doit plus vivre. Mais chez toi dans la Meuse aux étages, il est trop brancardieux. Aime pour mère, elle du coup, à l'atteindre toujours de cheveux et de ses nouvelles. Jamais rassuré, toujours en transe, tout en travaillant comme un mercenaire. Durant toute la guerre, et puis quoi après, vu que ma père, il est mort très longtemps plus tard. Donc voilà, il a écrit d'autres textes en hommage à sa mère, et il était émerveillé par la vitalité de sa mère, qu'il avait recueillie auprès de lui, et qu'il a soignée avec un dévouement exceptionnel jusqu'à sa mort. Elle est morte à 103 ans. Et nous retrouvons Philomène dans le reste de l'histoire. Mais il faut évoquer maintenant une autre image. L'image du Café du Progrès, mais une autre image qui a beaucoup d'importance dans la double vocation d'Eugène. Sa vocation pédagogique, mais aussi sa vocation littéraire. C'est l'école de Bugny-les-Gamaches. Elle est reproduite dans
le livre rachète, mais c'est une photo, vous la verrez tout à l'heure avec beaucoup de précision. C'est une photo qui a eu un certain succès, elle a été publiée dans un grand nombre de journaux, dans des livres, même dans un livre d'instruction civique. Elle est déposée d'ailleurs dans un musée pédagogique de Rouen. Et donc elle représente la classe de Bouilly que j'ai fréquentée, que Jean-Baptiste aussi a fréquenté, peut-être d'autres. Et on y voit Monsieur Verland, le maître vénéré d'Eugène, ce qu'on appelait à l'époque un hussard noir de la République. Le maître vénéré qui a été aussi un père spirituel pour Eugène Schiele. Et c'est lui qui lui a donné le goût de la lecture et puis le goût de l'écriture en langue française. Parce que Eugène, avant d'écrire en Picard, bien avant d'écrire en Picard, avait commencé à écrire en français. Il a écrit 2 romans, il a écrit une pièce de théâtre qui avait au programme d'un poste parisien. Il a écrit aussi quelques recueils de poésie. Bon, je cite ça pour mémoire, j'en ai quelques exemplaires ici. Je cite pour mémoire, j'en ai même apporté dans son stock pour ceux, les curieux de l'écriture d'Eugène en français. Et il a quand même beaucoup rendu hommage à son instituteur. Parce que cet instituteur était quand même assez exceptionnel. Bien sûr, il présentait les élèves au certificat d'études avec un grand nombre de prix cantonaux, mais il avait la particularité de présenter aussi les élèves au brevet élémentaire, au concours d'entrée à l'école normale ou même dans les écoles d'Armentières ou les concours administratifs. Donc, il a beaucoup rendu hommage à son instituteur. Il a écrit un long poème, j'en cite le début. Même Aristée, j'aime tant ta nature comme il est tout, même Aristée. Toujours bien mis, sans être riche. Elle connaît ça parce qu'elle berbiche, puis a ses cheveux courts qui bruchent noir montant, pour qu'il reste bien drôle. Oh, il y a beaucoup des rues à cette époque. Comme le net, je trouve des binocles pour mieux lire, si on avait un point oublié par hasard, un point qui virgule, ou bien fait les fêtes, un avéronte devant tout ça. Il donne ses explications, chez toi, notre natation. Un des sognes comme d'un chez modèle, d'une écriture, on ne peut pas être plus belle. Personne ne peut dire le contraire, il est trop extraordinaire. Et je n'ai mot cramé que sans lit, il ne souhaite des poèches qui sont amis, avec main chaud par lui. Et je la remercie, je n'oublierai jamais de la vie. C'est ce qui a permis à Eugène de rester à Bouilly pendant la guerre avec sa mère dans des conditions un peu difficiles. Jusqu'en 1917, il avait 16 ans, quand il a été reçu à l'école normale de Rouen. Pourquoi Rouen? Il faut se rappeler quand même qu'à ce moment-là, Amiens était très près du front. D'ailleurs, Bouilly n'était pas beaucoup plus loin de Rouen que d'Amiens. Il y avait des trains assez communs à l'époque. Donc, il a été admis à l'école normale de Rouen et dans la foulée, il a fait des études scientifiques à Caen. Puis il a été nommé professeur à Rennes. Et dès 1925, il a été nommé au collège, puis au lycée d'Alphine, professeur de physique, entre autres. Et c'est là, assez vite, il se marie à Bouilly avec Jeanne Desjardins, une Picarde également, professeur aussi. Ils ont eu 2 enfants, 2 filles, Francine et Claudine, dont on reparlera tout à l'heure parce qu'elles ont une certaine importance dans sa vie littéraire par la suite, à cause des voyages qu'Eugène a fait dans la dernière partie de sa vie. Il a donc exercé dans ces villes pendant toute sa carrière. On dit même en plaisantant que la moitié des géométries sont des anciens élèves d'Eugène Schiele, où il ne pouvait pas faire 100 mètres sans rencontrer un ancien élève. Ça m'a d'ailleurs fait penser à un roman anglais, Goodbye Mr. Chips, que certains connaissent peut-être, et qui aussi rencontrait ses anciens élèves constamment. Mais cette longue carrière a quand même été interrompue pendant toute la guerre, en 1939. Il a été mobilisé en 1939. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, avant toute cette période, c'était en mai 40. Il était venu en permission extrême limite. Et il était dans son uniforme d'officier, je crois qu'il était lieutenant.
Et quelques semaines plus tard, il était à la frontière entre l'Autriche et la Tchécoslovaquie, ce qu'il a appelé la Sibérie autrichienne. Et d'ailleurs, un de ses premiers poèmes écrits en picard, en 1964, vous voyez qu'on attend assez longtemps pour trouver un écrivain picard, il était à la fin de sa carrière, d'enseignant, il écrit un texte en souvenir de cette époque où il était prisonnier. C'est Alouette, gentille Alouette. À un pieux déluge aux frontières tchécoslovaques, aux étoiles en Autriche, condamné à tourner pour championnat d'affilée autour de nos baraques comme des bêtes en pâture sans herbe lumineux. Un coup, j'ai trouvé un 42, à moins de 20 mètres de salle Mirador avec ses chiens maoués. J'ai vu, d'un bleu du temps, monter un alouette. Je ne l'attendais beaucoup, mais je ne l'oublierai jamais. Elle siffle loin Picard, et toi s'il m'éprenne, comme est venu nos pays pour nous dire t'aimer. À 100 de Saint-Gavio, sans qu'à le chasseur prenne, pour être un peu plus belle au bout d'un pion. Mais je n'entends beaucoup qu'elle. Elle est aux fins heureuses, d'un bonheur pour nous autres, si loin nous la grand Dieu. J'oublie vos barbes là, mirador, mitrailleuse, pour émule la couteuse, j'affreux à mes deux yeux. Mais du coup, quel concert au-dessus de notre territoire, d'où j'ai voyé au Boigny, à Nichage à Saint-Gros. Tout partout, Chl'alouette au pré-chevaux victoire, puis la gauche et Catrave, jusqu'à Chevaux Biemont, sur deux limites du territoire de Boigny. À l'héros peu aux États-Unis d'Angleterre, un héros point du fouet, un moment péré, puis au reste de liberté, oublié par la guerre, au pied d'un mirador, avec ses chiens maoués. Voilà, un de ses premiers poèmes en picard va être bien sûr suivi de beaucoup d'autres. Et en 1967, avec Armel Loupoilly, l'ami de toujours, un ami très fidèle, il devient membre des Picardisans du Vimeux du Pontier, enfin du petit groupe, des Picardisans qui vient juste d'être créé par Gaston Vasselin. Jean-Loup Vimeux, je ne veux pas insister à parler du rôle qu'ils ont joué ensemble ou successivement pour animer ce groupe après Gaston Vasseur, après la disparition de Gaston Vasseur. Je les revois, moi, qui me suis arrivé dans les années 80, tous les deux, Eugène et Armel, si proches et si différents. Il y avait Armel, immobile, silencieux, dans son attitude presque hiératique. Et tout à côté, Eugène, toujours souriant, toujours un peu agité, et qui s'occupait d'un étonnant magnétophone à bande qui a toujours fait rire les gens, mais qui a été très utile, puisque je ne vais pas m'attarder ici sur toutes ces activités de défense de la langue picarde, mais je peux citer quelques-unes de ces activités. Il a dressé une copie de ses enregistrements au Centre d'études picardes de l'Université Jules Verne, une copie à la Bibliothèque nationale. Il a aussi animé des émissions radiophoniques sur fréquence somme, plusieurs par semaine, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et bien sûr, on pouvait lire ces textes dans le Courrier Picard, dans l'après-léviment, enfin dans les différents journaux de la Somme. Et puis dans des revues plus spécialisées, comme la revue linguistique Picard, Schlancheron, puis bien sûr, on a pu très vite lire ces textes dans ces livres, quelques livres qui ont été publiés à Abbeville. Mais c'est donc cette œuvre écrite que nous allons maintenant plus spécialement survoler. Et si Eugène a découvert tardivement l'écriture en picard, bien sûr, le picard lui-même ne lui était pas du tout étranger. Il avait parlé picard quotidiennement jusqu'à l'âge de 16 ans, et puis même très souvent après pendant les vacances, et il y revenait même quand il était à Abbeville avec sa femme Jeanne et ses deux filles. Il revenait au Café du Progrès, parce que il était resté longtemps de ce café le lieu de communication du village, et il n'y avait pas à ce moment-là de maison de la culture,
même dans les villages, maison pour tous. Alors, le café de Philomène servait un peu de lieu de rencontre. C'est là qu'on organisait les fêtes, c'est là qu'on organisait les repas de mariage, les repas d'enterrement. C'est d'ailleurs à l'occasion d'un de ces repas que j'ai rencontré Eugène. Je le rencontrais souvent aux enterrements, forcément. Et c'est là qu'il m'a invité à rejoindre le groupe des Picardisans dans les années 80, je ne sais plus bien à quelle année. Donc, encore à ce moment-là, le Café du Progrès jouait son rôle de communication. Et c'est pour montrer l'importance dans son œuvre du Café du Progrès qu'Eugène a voulu donner comme titre à ces quelques ouvrages le nom d'une boisson que préparait le nom des différentes boissons, des boissons typiquement picardes que préparait sa mère et qu'on buvait dans le Café du Progrès. Et en plus, il a même voulu donner, parce qu'il était assez minutieux, vous aurez l'occasion de le voir, il a même voulu donner un sens métaphorique à la succession de ces titres et de ces boissons, hein, et même à la progression des différents ouvrages. D'abord, il y a le simple pur jus. Hein, le simple pur jus. Bon, le pur jus, c'est simplement du jus de pomme, du jus de pomme et du jus pur. Pour le premier livre. Pour le deuxième livre, c'est nos flips. Voilà, nos flips. Alors là, je prends la définition de Gaston Vasseur, pour ne pas me tromper. C'est une boisson chaude, préparée en faisant bouillir un mélange sucré de cidre doux et d'eau de vie, une sorte de grogue, un peu heureux. Et donc, c'était le deuxième livre. Ensuite, ce qu'il estimait que le couronnement, le troisième livre, il a voulu une boisson noble, du tout ensemble. C'est celui-là, voilà. Du tout ensemble, que l'auteur, Eugène Chivot, définit lui-même. Il fait du café supérieur. Du café, ça. Il fait du filindeux, mi-temps, ou bien, vous verrez mieux, du fil à 4. Quoi que j'ai du fil à 2 que du fil à 4. Du fil à 2, j'ai du fil à 2 sous, de lieu de vie à 2 sous, mais de bois, ou bien de lieu de vie à 4 sous. Parce que je trouve tout ordinaire, j'ai tout à 1 sou carafon. Alors Philomène a au feu tout ensemble, je file, et puis je bois café, et puis elle est servie juste comme il faut. Boigné que, ni boli, ni rochola. Là, on était en 83. Mais voilà qu'en 93, grâce à Chanchon, il a eu l'occasion de publier un 4e livre de ses textes. Alors, comment l'appeler? Il ne reste aucun chèque. L'ultime vers pour l'ultime œuvre de Eugène. Le petit verre d'eau de vie qu'on ajoute au café pour faire passer au bouche-reste. Voilà donc les 4 livres d'Eugène avec les 4 boissons. Ces 4 livres ne sont pas spécialisés dans un genre littéraire. Il n'y avait pas un livre de poésie, un livre de contes ou un livre de récit. Non, tout est mélangé. Mais pourtant, il faut noter que dans les 2 premiers livres, Eugène avait exclusivement écrit en vers. Au début, et je ne lui ai pas posé la question, je le regrette maintenant, bien sûr, je ne sais pas s'il avait repris une habitude des Picardisans anciens de toujours écrire en vers, ça lui paraissait sans doute plus noble, ou bien c'était pour lui un exercice de style. Il aimait assez bien la recherche de la difficulté, le petit bricolage un peu compliqué. Je ne sais pas. Enfin, toujours est-il qu'elle a écrit beaucoup, en particulier en octosyllabes. Oh, mais des octosyllabes extrêmement compliqués, ajustés comme des serrures, avec des emboîtements, des inversions, des parenthèses. C'était un peu compliqué, et d'ailleurs, ça rend la lecture difficile. Vous aurez peut-être déjà eu l'occasion de vous en apercevoir, surtout la lecture haute voix est un peu hasardeuse. Et par ailleurs, le vocabulaire d'Eugène est riche et précis. Et son humour est un peu particulier, est un peu intime d'ailleurs quelquefois. Il est basé sur des quiproquos, des malentendus entre les personnes, et des non-dits,
Et tout ça, ça surgit au milieu d'une conversation quand on ne s'y attend pas tout de suite, dans une conversation de la vie quotidienne. Je vais vous donner un petit exemple simple, parce qu'on ne peut pas s'attarder, qui s'intitule d'ailleurs « Bien savoir ce que Perle veut dire », sans dire long. Au commencement de nos siècles, dans ma pays, c'est un sous-titre. Et toi, toujours pénible à perdre au bar, un vrai pour la route, et de sortir ses sous, ne a dans un coin de Saint-Grand mouchoir à carrière. Et toi, dur au moment de poigneuse consommation. Et toi, mon l'air délicieux. Ils venaient régulièrement mon père, qui te mettait le café du progrès. Ils venaient boire les bistouilles, avec toujours à côté des stasses, sa pioque à la fond de goutte. Mais je tourne au moment de régler sa compte, il ne va pas tout seul. Il se met à tracher, il tâte, il tire des poches à mouchoir qui n'a plus de nœud. Il vient me braver. Je n'ai pas ma mouchoir d'habitude, j'ai changé d'amis. Oh, mais mi grave, Père Robert. Au son des rues, dimanche qui vient. Oui, Philomène. Si dimanche qui vient, je ne suis pas parti à top. Dire si je ne sais pas moi. Moi, tout seul dans les réponses sans hésiter un instant d'ennemi, à supposer qu'au fouchement les devant, je ne saurais bien une grande peine. Voilà les malentendus qui font un peu l'humour que j'aime. Eugène a beaucoup observé la petite société du Vimeux. Il a beaucoup de sociétés de son village qui étaient, lui, un peu particulier comme quelques villages. Il était situé à la limite du Vimeux industriel. Ce n'était pas comme Darigny, déjà une petite ville industrielle avec des usines, des châteaux, des patrons dont Armel a parlé. À Bugny, il y avait encore beaucoup de petits ateliers et des gens qui étaient à la fois ajusteurs et ménagers, des gens qui étaient restés assez libres et semi-indépendants, mais qui laissaient un peu de place à la fantaisie. Donc il laissait un peu de place à ce que lui appelle le rédeux. Chez rédeux, c'est un peu difficile à définir. D'ailleurs, vous allez, Eugène en va en donner quelques exemples lui-même dans un petit film que vous allez voir, qui n'est pas fait tellement pour le fond, mais qui pour vous montrer un peu le visage d'Eugène et pour entendre ou réentendre un peu Eugène Chivot. Je vous ferai signe quand je vais vous montrer. Parce qu'au début, je vais d'abord, il donne quelques exemples dans ce petit film. Et il donne lui-même une définition du rédeux. Et le rédeux lui-même avait un humour picard et Eugène racontait ça avec un humour qu'on a quelquefois qualifié d'humour anglais, mais qui en fait appartient surtout au domaine picard, qui appartient même au Vimeux et souvent à Eugène lui-même. Donc voilà ce qu'il dit des rédeux, une définition un peu particulière. Chez rédeux, des originales, des web spéciales, curieux, content de faire chez tous les affaires, tout ce qui le plaise beau, comme le but chaud, et de filer un aiguille dans le vide tranquille, et de suivre autrement qu'est-ce le piotement. Dans le verbe et de rire des choupoudis, et de leurs inventions chimpo-chimpicales, puis de leurs réflexions tout aussi bizarres. On n'a jamais tempéré de leur aiderie, et dans le point vieux temps, d'un chez l'homme série. Donc là, ici, nous allons pouvoir entendre quelques exemples de rédeux. Il faut que je me... Eugène va donner quelques exemples. Ça va vous permettre de le revoir. Il ne raconte pas, ne lit pas un texte, il raconte un peu. C'est des fois un mollet de ravi d'ailleurs, parce qu'il veut que tout le monde comprenne.
C'est amusant parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Bon, ben, on va attendre 1 minute, puis je vais continuer un petit peu. On va essayer de régler tout de suite. Ah bon. Alors c'est un vidéo dont vous avez vu la première partie quand Jean-Luc a présenté Armel. C'est à la fin, il a porté un côté qui va porter du bois. Ah oui, il avait un truc qu'il avait Maouz, et puis un tien qu'il avait partout. Alors, à 10 jours, par la route, elle est le papier de l'écorté. Donc, partout, on fait en Maouz. Il avait toujours Maouz. Alors, il y a la bateau de beurre, alors il y avait une vague de beurre. Et puis, un jour, elle dit à Séraphin, va porter le beurre à l'Aumeux, à Martinville. Vous voyez, à Martinville, il y a 3 ans. Séraphin, et Michel Cochet, ouais, les deux parties, qui en plan, sans petit, sans entrer ça, c'est pas possible d'entendre. Alors, bon, il s'amène à Martinville, au bout de 15 kilomètres. Alors, il est là chez bonjour, au revoir. Bonjour, au revoir. Il pose les positions de table, puis au revoir. C'est les moments que vous avez bien. On rappelle-vous ah, non. On m'a dit, vous pouvez apporter ces positions de. J'ai apporté ces positions-là, une commission experte. J'aurais dit, Albert, toujours regardez. Alors, pour ces commissions, à 15 km, à pied, tout le bon, alors, Toute une partie de son œuvre est consacrée à Sheredo. Il y en a un chapitre dans chacun de ses livres. Alors, Grand Berger, justement, c'était une famille de Sheredo qui sont des originaux qu'on appelle chez Machadida. C'est-à-dire des gens qui ont des idées un peu bizarres, qui sont des illusions sur leurs propres possibilités. D'ailleurs, ici, on n'a pas la fin de l'histoire, mais ça n'a pas été tout seul, le puits, hein, bien sûr. Et ce sont des gens qui se croient capables de faire des recherches techniques ou scientifiques. C'est un petit peu des bouffeurs des pécuchés, vous voyez, un peu ce genre. Il y en a quelques exemples, donc Berger, je ne vais pas y revenir puisqu'il a été dit, mais les Rédeux se distinguent aussi par leur malice, par leur ironie, par leur humour. Ils rient volontiers les uns les autres, hein. Mais en particulier, ils rient des gens de la ville qui s'aventurent dans les pays de la campagne. Et ces gens de la ville sont appelés d'une manière générale, pour faire ça, des Périsiens. Même si j'ai une tapis, chez les Parisiens. Surtout quand ils se montrent un peu trop fiers ou bien trop sûrs d'eux, alors qu'ils ne sont pas du tout adaptés à la vie de la campagne. J'en donne un exemple court ici. Azubout. Un coup, Père Séraphin, un vieux Rédo comme il y en a au d'un temps, il est tout un tempi à se barrière un beau, arbilleux passe au chégin d'un chorut Frochenville. Arrive un Périsien, un terre deux âges, myope comme un toc, capiotin, pomadin, dégavin, avec un coton à fleurs, des quechures puerquemanda pour Chirac, malgré ses talons à cuir. Puis dans ses bras, un gros boucher. Pourriez-vous m'indiquer, monsieur, le cimetière? Donc, Champierre, madame, qui répond bien pour lui. Chez Chaudegré, un fer là-bas à main gauche. On ne peut pas vous brûler. Nous, ici, n'osions sans dire du tout. Les yeux fromages. Puis il ajoute,
Mais je trouve qu'aux Yanon, à Sligout, on a un vélo point. Ils allaient souvent plus loin dans la plaisanterie parce qu'ils n'hésitaient pas à se moquer bien sûr les uns des autres, mais à se jouer des tours, à monter des canulars aussi. Ils appellent ça monter un batieu, hein, ou bien ou à faire croire des choses, des bobards, on disait pendant la guerre, vous savez, laisser courir des morts. Je vais seulement vous en lire un très simple, parce que les canulars les plus compliqués demandent un certain développement, forcément. Ici, c'est Histoire et prise à 14-18. Père Freville, un vieux serrurier avec une boutique sous Choreux, il s'est nommé dans Choreux de Frochanville, justement. Comme je suis la de Séraphin. À Boigny, dans le temps, presque tous les gens, ils prisaient. Avec un cheveu par mon vieux cheval. Je le vois courir avec son grand mouchoir rouge à carreau qui se mouche le teint. Seulement pendant la guerre 14-18, aux époux privés de Toubac, on ne trouve plus de prise du tout. Séraphin Freville, il est de moins amis. Mais à tout quatre, il y a au lieu comme un moulet de brouille. Comme Père Freville, il est au caterneux, l'autre il est faisait exprès pour le faire bicheux. Quand Séraphin il passe devant la boutique à Père Freville, il s'accroche ta batière, qu'elle est trop vite pour changer. Puis il faisait semblant d'être prison à point coup. Ah, mais tout chez qui le surprise, comme eux qui passent toujours devant nos maisons, et puis qui prisent comme pour se foutre ennemi. C'est ce qui est long sur nous, mon vieux serrurier. Un vieux jour, Père Freville, qui la hausse ta bâtire et posa sous cholite et creusa les boutiques, il voit venir Séraphin un béant par les carieux sur le cotard. Elle veut le dire. Attends, il dit. Séraphin veut en effet tout réjouir, en pensant à la tête qui va faire Père Freville courir un coup quand il va à l'idée sa juste tabatière. Mais je cours Père Freville, il prend aussi vite le ciel de tabatière, qu'elle n'a pas vu non plus, et depuis longtemps, un flèche de prise. Il faut s'entendre bien visiblement s'entourer de pucheux dans le fond, puis de naforneux, un bois mollet dans ses deux nœuds. Tiens qu'il déclate, et chose des merdes à les petits, c'est une nœud de prise, mais tout. Donc, on pourrait en citer des dizaines. Hein, mais toute sa vie, d'ailleurs, Eugène a porté sur le monde de Buigny et sur le monde entier un regard amusé, toujours prêt à rire. Mais cela n'empêchait pas quand même de décrire parfois le malheur ou la misère avec beaucoup de compassion et avec un souci du détail précis, du détail vivant. Et ça donne une impression de réalisme. On peut même dire de naturalisme. C'est une atmosphère quelquefois qui m'a fait penser à Maupassant, par exemple, l'école de la Bécasse. C'est très précis et réaliste. Mais Eugène, lui, il mêlait toujours un peu d'humour. Et il tempérait ce naturalisme par un peu d'humour. C'est le cas, par exemple, pour Mamselle Timmermans. C'est un personnage de Buigny que nous avons bien connu, puisqu'elle nous a fait le catéchisme. Mamselle Timmermans, elle déchadreau d'un point de famille, en manche au poids d'éducation, vu qu'elle a autant d'intention quand elle est tout jeune fille. On ne l'a plus jamais chu, autrement que Mamselle Timmermans. Vieille fille, à la haute corporence d'un homme, tant qu'à la haute forche. Elle va la ville, elle perd le bien, sans même jamais faire d'autre de la vie. Mais elle a eu un drôle de vie du jour qu'elle a perdu ses gènes. Chez elle qu'elle faisait le catéchisme, à une rue belle de police. Et chez nous, elle porte un mollet de Berlin et de tête un capiou à pleine.
Puis à ce âge, à ce qu'on prend lui-même, elle est toujours vêtue long. Mais depuis le temps que je blague d'octave, il y a maudit, quand à ce bachot qui est incroyable, je couvre vous, albino tout le bout se mettra. Quand à 40 a vu la guerre, qu'aux a parti tout de l'eau devant lui, pauvre fille, à galoche à la suite, avec ce brouette, qu'est calvaire. En faisant qu'elle tient tout chèquement, elle l'a poussé à pire qu'aux galères, elle poussait jusqu'à Londinière. J'ai du côté en Normandie, sous chez avions bombardés. Elle a rentré au bout de quelques jours, à part, 20 lieues aller-retour. Elle ne s'est même plus assise à table pour manger sa méchant croûton. Elle chiclot tout à l'abandon, ce maison, chez au pire que mes tables. Des glinges ou chasse chez cadeau, sa linge broda qui s'est dentelle, il nettoyait plus tenu par des fichiers, ou bien même des épingles à maillot. Pour tenir dans les dards intenses et vœux d'aimer là à mi-temps, elle mettait des pointées de 6 pouces. Enfin, pour elle décider qu'à Saint-Wesh, il a fallu un rude monde. À la haute, il pressentiment qu'aux allons faire une maladresse. Après le avoir à l'hôpital au store rentra, un vase bélier, ils l'ont trempé dans un baignoire, jusqu'à 5 coups, à ta fatale. N'est trop mieux possible qu'à Saint-Sac, et bien trop brutal comme quand je mets. Plutôt que d'y aller tout doucement, un mollet tous les jours, par tac. Si des slaveuses qui me les refus, un plein lieu, peut-on faire l'enfant? Donc il a abordé la misère, il a abordé aussi la maladie, parce que ce Picard, qui était au fond assez discret et assez pudique, a parlé avec beaucoup d'audace du corps, de la maladie, de la vieillesse. Il a raconté certains de ses séjours à l'hôpital qui restent des morceaux de bravoure, mais un peu longs. Il a parlé aussi bien de lui-même que des autres. Voilà un qui salue d'un vieux qu'on appelait Père Pichtelot. Elle s'appelle quand on vieillit. C'est un malheur quand on vieillit, même ma fini quand vous dégoûte. C'est ce qu'il m'a dit un jour, Père Pichtelot. Je sais comment on l'appelle dans nos pays. Ce qui m'arrive, et je t'ai mis une faute, trop goutte au cou, je t'ai pas gramé. Avec une bruchette de gamin, je piche au porte un peu que ça, puis bien plus haut, puis bien plus fort et tout. À nuit, je mets des efflamoussures, trop pieux clair, mais dessus mes cheveux, et puis quoi, et je n'en vois pas le bout. Hier, au bout de quoi se fout un colère, avec toucher le bouton, qui sont toujours pour mes mots rouges, gramés plus gros que chez le boutonnier. Et tout, brave vieille grand-mère, astuce, me répéteux, Jules, voyons, bouton et brayette, tel migneux, il va s'envoler, ami danger. Allez, ça vient, grand-mère, et que chez tel migneux qui n'a plus d'aile. Un pauvre liro qui n'a trop de lit, qui se chite à l'œil que la tremblote, trop goutte au cou dans mes culottes. Voilà ce qu'il m'a dit, Père Pichtelot, comme on l'appelle dans mon pays. C'est un malheur quand on vieillit, même à fini, quand vous dégoûte. Eugène illustrait de temps en temps d'un dessin un peu spirituel. Il dessinait beaucoup lui-même. Là ici, oui, c'est un peu symbolique, naïf et souvent symbolique. À la fin de sa longue vie, on peut penser que Eugène avait beaucoup pensé à la mort. Il a écrit un petit texte d'humour un peu macabre. Bon, je ne vais pas le lire aujourd'hui, mais il a plutôt parlé des derniers moments d'une manière assez familière, d'une manière simple et avec émotion. En voilà un petit texte.
il l'ermo bien enduré. Il a le mot s'assire pour souper quand elle l'a vu cher d'un attaque, sans brave pépère, c'est des bistracs qui ne peuvent m'y punare qu'un peu. Pour la nuit, sans gobelet, sans assiette, sans goutier si bien réjouissant sont le que ça reposa, comme si toujours il atteindrait. Quand à l'Irlande à Pluxineux, ramonche-la le tabetchen, à l'aller toute la tête dans un cadeau, prêt à dîner. Deux fleurs qui fouettaient bois ménage d'un chuvet et Dieu. Ils peltaient de lit en chuchotant, deux roses et de ces jets de chuchonnage. Mais quoi qu'il s'y repasse, tout tremblant, en lâchant sa bâton de misère, à l'instant de l'hiver se avouer comme un flot pour un air venant, pour Sidonie n'a pas de chance. Même pour les dalans volontaires, le qu'elle répand tout à côté, parce qu'elle vient de perdre des connaissances. Chez toi, grand trop pour Saint-Cheur. Il l'air beau pourtant, père Polite, bien enduré, sans coup de cite, en revenant si loin pour être chef. Donc, nous avons vu que Eugène avait des textes très mêlés, mais enfin, ce qui domine, c'est quand même l'humour. Mais on ne peut pas dire que Eugène était un écrivain satirique. Et dans son œuvre, on trouve, il n'y a pas de place pour une idéologie précise. C'est un peu différent dans son œuvre en français. Mais dans l'œuvre en picard, il a bien parlé du charme de la vie d'autrefois, de la vie rurale, mais il ne s'est jamais attardé, comme d'autres écrivains picardisants, sur une période, un monde idéal de l'enfance ou du XIXe siècle. Il appréciait d'ailleurs les techniques modernes. C'était quand même un scientifique, un bricoleur, même un roulet nu. Et il comprenait très bien le monde moderne, et en particulier les transports qu'il a beaucoup utilisés, nous le verrons tout à l'heure. Et il a seulement dans ses textes exprimé de temps en temps son indignation, surtout quand il s'agit de la violence ou de la cruauté vis-à-vis des faibles et vis-à-vis des animaux. Parce que dans chacun de ces textes, il y avait toujours un chapitre consacré aux animaux. Il y en a dans tous ces livres. Et je n'ai pas eu l'occasion encore de parler des animaux, donc ici, un texte d'indignation qui concerne les animaux, qui concerne d'ailleurs les oiseaux de proie qui étaient quelquefois chassés, sacrifiés avec une certaine cruauté. Ça ne se fait plus maintenant, enfin. Chez Potieux, à Piège, peut-être Sancheur puis malhonnête pour attraper des émouchés, un plachant, un œuf d'un pitché, un jouchouer avec un tapette. Quand je martyr qu'a toujours faim, il se trouve dessus, prend par ses pattes, il a mieux s'escouer puis se débattre, il ne pourra plus qu'atteindre la fin. Défiguré, puis tout le minable, ses os bruyants, ses ailes en croupeau, d'un neige et jurin, machette froid, dans des tortures abominables. Qui est pitié de vivre après l'hiver, les portes débrites et snescelettes, s'arrêtent au nu d'un chaud de tapette, ses griffes frôlables, sans bec ouvert, sans bec crochu chez un miracle, il tient toujours au bout de sa coupe, comme pour me dire, je suis sale coco, qu'il est tout bonnet que lit dans ce baraque. Vous voyez, comme des accents d'indignation de temps en temps. Maintenant, une autre histoire d'animaux, mais qui a donné à notre auteur l'occasion d'aborder un nouveau genre littéraire et d'abandonner quand même les octosyllabes. C'est le reportage humoristique ici, l'histoire d'animaux, mais c'est un reportage d'un fait divers à Abbeville. Elle s'appelle Quai Verla. Je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un Verla, c'est une équipée, une aventure. Chez le Verla extraordinaire d'un bœuf qui s'est capable de l'abattre d'Abbeville.
El 23 septembre apprenant pour essayer mettre le et de sauver pion. Un bétail et change tout bitacle, un original d'une race de cabochard qui a eu comme un pressentiment quand il a aperçu le sacré Merlin malheur. Mi-tentoir, mais fort comme sa Hollande de père, il a tiré à ce d'un coup si sec qu'il l'a cassé net pour prendre au sto la poudre d'escampette. Il n'a clé qui s'arbifa chez quatre condamnés à mort qui les douait. Ada qui dit mes camarades, excusez si je vous quitte, mais j'ai la liberté. Je n'ai jamais vu la ville et je m'en veux. Je m'en veux faire un piotr. Arriva moins de 2 à Chaudry, grande ouverte, il tourne le cul à noyer et il s'embarrait pour aller s'informer un bzinant comme pitcha par un mot frimeuse et se tue à l'air tout fier et lié d'un chef faubourg tuisant, un faubourg d'Adville. Sans s'occuper du tout des chez gens qui sont saisis d'élevir tous ceux, ni de chez autos qui se dérangent pour les chiteux passeurs. À Choupla chez Verdun, un feu rouge. Et le voiture est chez un pouillet de Schlabatouer, ciel, à l'estopa, comme on dit à nuit, à cheveux rouge, lit qu'il a du sanctuaire chez le contraire. Plus qu'il voit rouge, plus qu'il fonce. Il passe au travers et tout, il s'en fout. Il se lance chaussée, marcadée, canet, poêlée. Il y en a même qui se mettent à courir après lui. Au Borgo Casimescruel en Espagne, à d'où il y a des courses de toile dans le mi-temps chez eux. Arriva au bout, au fameux béton, il se décatore dans le mollet, sans s'apercevoir, et que l'amiral courbé, il allonge Saint-Breu, comme il montre les manches au merle. Mais non, v'là qui ravise et snafouer un peu plus loin. Chez dans le fond d'un cour, un porte est juste à ce l'herbe pour les sponges, presque aussi grosse que 80 veltes. Chez bien le darana de repos pour se reposer, vu que je portais le, elle donne sur une boutique pleine à craquer de marchandises casse-vides comme toutes. Chez le passage derrière et de la maison d'Ange Taverneau, chez le magasin cristal et de faïence et puis de porcelaine. Nos bétails qui n'abattent, il avance d'un cheval comme un client, mais si extraordinaire et chaufflé, comme on l'appelle, chez plus séclé chez un voyant, un moucron à des cheveux, qui manque de lâcher sur 12 ans les bols qui tiennent à ses mains. Raymond, lui, qu'on appelle les Caïens, il perd, assis à une table, un représentant de commerce, fin pro, qu'il est un tant pis, puis que 5 culs dépassent d'un chlala des magasins, précisément au moment où nos fameux clients à 4 pattes, ils s'en allaient. Non mais, qu'est-ce qui me chambre d'un pareil saint, sans même s'excuser qui partent à dire un certain tournant pour virer les coupables. Il est en un tiers de dessus, sans s'apercevoir bien à l'ami qu'il a quoi d'état qu'épousé à plein mi-temps de sa fonture. N'est-il possible qu'il y réponse Caïen? C'est un béton, c'est un jaune, un bouvillon. C'est un béton, sans compteur qu'il peut vous donner un coup de corne mal plachard à vos estropieux pour les restants de vos jours. Et Caïen écrit aussitôt à René, que vous appelez gros, cours vite par Choreux et ouvre une porte. Gros, à se forchant parce que lui n'a plus l'habitude de courir aussi vite qu'eux. Il met ses 2 gants à 5 coups, mais pour vivre quoi, amiquement. Il voit le béton d'un pot de voleur passer au travers de sa vitrine. Si n'a pas fait trop de massacre en entrant, qu'est fricassade d'assiette, et bleu, et bol, et tasse, et de verre, et de piège en cristal. Tout ce qui a plus vieux et plus cher, quand un cerf-voyant un prisonnier, arrêté par un bord de l'étalage, il a fait par-dessus
un bon du diable, et tout pour ces chinchillos, tête bâche. Si bien que je gros saisis, il les voit au travers les vitrines, se tire comme un bolide de choreux, un marchand de chevauté, puis décater un pauvre à l'air qui passe tranquillement sur le trottoir, mais un marchand de la platine avant qu'il se penche, et le capot de la voiture, que je conducteur, il n'est d'autant plus tombé, qui sait par derrière un autre imbécile, les ratatineux d'un simple rongeur et ce malheureux de chaud. Bon, je me m'arrête là parce que je nomme assez long. Voilà, c'est un fait d'hiver au jeune chiffre. Donc, comme on vient de voir, il s'est libéré de l'octosyllabe, il est prêt à écrire des reportages, il va en avoir l'occasion, ses filles vont lui en donner l'occasion parce qu'elles ont beaucoup voyagé, toutes les deux. Il a pris l'avion plusieurs fois. Lui, ce Picard bien tranquille, sur la fin de sa vie, a fait beaucoup de voyages. Un Boeing 747, comme ils disent. Et c'est ainsi qu'il a fait le récit de ses aventures. Un exemple, ici, il est allé rendre visite à sa fille en Espagne, puis après, il est allé rendre visite à sa fille en Turquie. Il était nommé professeur en Turquie. Je me limite à un petit extrait qui a pourtant un petit parfum d'exotisme. Elle s'appelle Ayakabila Rizini. On peut faire le drôle amical, mais enfin, ça s'explique, vous allez voir. Un voyage à l'autobus en Turquie en 1979. J'ai pourtant avec une fille pour un voyage de 4 heures d'un autobus turc qui veut disnir à Bodrum un piopole bien vêtu sur la mer Égée. Et chaque des Jésus comme des plans. Aux étoiles bleues tout seul, assis au étant chez Turc, à venir comme être lingue. Turc bien aimable, à le point de flanchette, tellement que le chauffeur est devant nous. Ils vont nous offrir à boire à même une bouteille qu'il a au moins tabac. Je veux dire qu'on n'est pas du tout le pays de travers, du contraire. Dans ces autobus, je suis le gars qui va chez Tiché pour le cher du tout. Ils vont verser dans vos mains un guérotant sur bouteille pour cacher bien d'oeil de colombe, du Saint-Point, par exemple. Puis on ne sait pas cette susfigure. Mais je lui ai présenté ma mouchoir pour qu'elle dure chez plus longtemps. Il était bien chez Turc, chez Buenos Aires. Ils ont raison, comme on le vire. Il faut dire qu'il besoin de caleur du diable. J'avoue mes pieux, mes arquions et coffins gonflés dans mes couchures tout neufs, à Kata, à Jdara, mes arquions de diamage. Grand même trop sara pour mes oignons puis mes agaches. Un supplice qui m'est trop plus tenable, j'adore, mettez-moi en plage, et retira mes couchures comme à nos maisons, mais tout du chemin, sans fois les archeux. Quand j'ai eu un relèvement de tête et une vue attirée par une grande affiche, un avant d'escale avec 2 yeux énormes qui l'ont l'air d'être loucheux d'un drôle dessin, point compté du tout. Plus qu'il y a d'écrit sur l'affiche, Luften, qu'à veut dire s'il vous plaît. Mais attendez la suite, et que j'ai un mot 16 lettres d'affilée. Ayakabia Elizani. Yakapoué, je demande aussitôt à une fille qu'à s'y connaît en charabia. Yaka un poivre et je qu'est à fouet qu'elle me répond à Picard, parce qu'elle veut dire un dessac sur le poivre au pied de vos cochures. Aussi vrai que je m'appelle Géo là-bas, il faut croire qu'il y a de la bûche. Donc, il est à noter, j'ai pris ce passage-là exprès, il est à noter que dans ses récits de voyage, Eugène affecte d'apparaître comme plus paysan qu'il n'est, comme un vieux paysan buigny, alors qu'il est devenu un citadin depuis très longtemps. C'est peut-être par jeu, pour des raisons littéraires, pour que le personnage puisse être plus surpris dans ses découvertes. Là non plus, je ne vais pas poser la question, on regrette après quand on va poser certaines questions. Par exemple, dans le texte de l'autobus, vous voyez, il dit qu'il a acheté ses chaussures
au marché de Gamache. Bien sûr, lui qui habite à Ville, il avait 80 ans, il n'est pas allé acheter ses chaussures au marché de Gamache, mais c'est un personnage qui s'est composé pour tous ses récits de voyage. Il continue d'ajouter des détails à son personnage dans le récit qu'il fait de son voyage à Chicago. Parce qu'un autre récit de voyage, c'est à Chicago, chez sa deuxième fille. Chez sa fille aînée. Un détail, par exemple, au moment de préparer son voyage à Chicago. Pour mettre en sécurité pour le voyage ses devises, ses dollars ou ses francs français, au lieu des solutions modernes, il a recours aux solutions classiques de la campagne. Il dit, j'ai toujours 1000 francs légers, un papier moi, j'ai ça mis dans ma grande toilette. Accrocham les chemises, tout compte et pieux. Par un épingle à maillot. Parce que, inamite fiat à Yahweh avec tous ces voleux parisiens qui ont vite fait des mercheux chez vieux paysans comme lui. Donc, vous voyez, il se voit comme un vieux paysan. Donc, on le voit partir aux États-Unis, on ne voit pas partir au Eugène Chivot, qui était un citadin qui avait connu beaucoup de grandes villes de France, dans sa jeunesse à Caen ou ailleurs, et après chez sa fille à Aix-en-Provence. Non, non, mais il affecte d'être encore ce vieux paysan. Donc, après toutes ces embûches, il arrive à Chicago. Alors il est allé à Chicago parce que sa première fille, qui était religieuse, qui était petite sœur de Jésus, et dont la vocation était de vivre parmi les pauvres, et eux avaient choisi de vivre aux États-Unis, à Chicago, dans le quartier le plus pauvre de Chicago, un quartier noir de Chicago. Donc je vais abréger les préparatifs parce qu'ils sont assez laborieux. Et il arrive. Oui, Niveleux dans le foyer chez Gangster, avec mes 2 livets de beurre et de ferme des chevimeux, puis mes trous comme un verre, l'oiseau bleu, qui l'ont fait un peu des. Parce que dans la Somme, c'est toujours l'oiseau bleu. Il est trouvé à Monchelé, et j'ai trouvé fabriqué à Normandie parce qu'il est tout expédiable au roi Gamache, et que j'ai juste sur le premier regard à Normandie. Bon, Autriche, Montréal et tout. Bon, enfin, il y a Mohamed du camembert, l'oiseau bleu, qui disent mot, à Chicago. Oui, mais dans quel est eux qui vont être à terre, avec un caleur péré, et qui faisait aussi loin, à 3 lieues, quasiment de terre, dans nos 747. Enfin, on s'en content de leur vie depuis 8 ans. M'écmise à l'étateur. Et je bourre ma trône arrivant d'une fille puis de ses compagnes, si content de me vivre, puis de m'erchuer, comme si je sois au père à tout être. Le maison, on ne peut pas plus simple, mais qui l'ont bien arrangé, avec un peu de capelle, toujours, vous savez. Allez-le, un plein mi-temps d'une population est trop chaminoise. Dans un quartier avec des grands espaces sans rien, enfin, ou bien plein de cochonneries, puis de vieilles carcasses et de voitures. Il faut dire qu'il y a dans ces quartiers-là des chômeurs à n'en plus finir. 90%. Surtout chez les gens qui ne sont pas fiables le plus souvent. Vu qu'ils s'étourdissent en buvant, en se droguant, puis qu'ils se battent à coups de revolver ou bien même de cocktail monotone. Comment ça passe ça, tandis que je l'ai tout court. Une fille, elle m'a jamais chité à sortir tout ça, même d'un jour, en malaise au soir, et trop scabibreux pour un étranger. Elle, quand elle s'aventure dans notre quartier qu'elle a d'où qu'elle n'est pas connue, elle dit bien qu'elle est déjà plus européenne du même péril, et tout ça par précaution. Elle a toujours un dollar dans le poche pour se débarrasser plus facilement, sans trop d'enjeux, d'un drôle de rencontre. Chez Noirs, qui sont assistés par le gouvernement,
ils touchent des petites de nourriture, à plage d'argent, parce qu'ils se tentent de le boire. Et puis, il y a tous ces vieux qui sont assis devant le porte, leurs yeux imitent souvent quand ils n'ont pas un lecteur. À s'appelle par le pion, comme nous à Poigny. Bonjour Armel, bonjour Eugène, il fait bien la nuit. Ils en sont heureux comme des heureux. Ah, ma bien sûr, présente à eux, dans Saint-Gergon, Vivis my dad, French, quand le disent. Je l'ai tellement entendu, j'ai fini par les retenir. Oh yes, la France, Maurice Chevalier, Joséphine Baker, oh yes. Il y en a même un qui y a dit une fille dans Saint-Baragouin, comme a traduit un Picard, chez vos pères, et que mec il a pu faire 50 pour avoir une fille pérée. Je suis couvert à deux causons de chez toutes les deux, chez tout simplement une grande maison, à deux qui se tiennent et des sœurs qui fouettent de l'école à côté. Comme chez toi les vacances, tout le monde il est toi un volant. Aux avoués-le, grand à nos dispositions, avec ça et de bain. Je ne suis jamais si bien lavé du haut un peu jusqu'à mes cucules. Jamais autant d'un couvent de Sainte-Agathe et de Chicago. Il affecte encore, vous voyez, de venir directement de la campagne où on se lave de manière approximative. Voilà, c'est assez long, vous voyez, c'est presque un numéro spécial de Schlancheron, dans lequel Jean-Luc, pardon, je ne sais pas pourquoi je l'appelle Jean-Claude, je peux plus être dans les derniers, où il a recueilli tous les textes. Il y a d'ailleurs eu aussi une émission, il y a d'ailleurs eu une cassette, etc. Maintenant que nous avons survolé, seulement survolé, le plus grand partie de l'œuvre de Jean Chivot, on peut quand même s'étonner que lui qui a écrit une pièce de théâtre, des romans, on peut s'étonner qu'il n'ait jamais écrit une œuvre de fiction, que ce soit un roman ou des nouvelles en Picard. Il y a une petite exception que j'ai réservée pour la fin parce que c'est exceptionnel chez lui. C'est un petit texte de fiction comico-réaliste, une sorte de conte rural assez dans la tradition picarde qui peut rappeler l'atmosphère de certaines bandes dessinées. Chez l'histoire de Zéphirin Chouchou et puis Delphine Grand-Écoche. Des noms plus picards et que on n'en trouve pas. Bon, il donne d'ailleurs la tonalité de l'œuvre. Ah, c'est assez picard. Je vois que picard, c'est assez rural. Zéphirin Chouchou, un vieux gendarme de Fred d'un bonne quarantaine d'années, il vit avec le smerdorique avec mes chapeaux de village, puis qu'elle fait peu du touche la fouette pour les deux à enlever ses forceps pieds cochons à cause de ses agaches et puis de ses rhumatiques. C'est pour eux qu'il pique tant Zéphirin Chouchou, qui ça abonné à ce journal à bricole, a d'où qu'il ait plus tous les mots par nécessité, chez un nom chez Pouillette qui trache dans le merveilleux dans la culture. On n'a rien à faire pour rire Frenchiche, hein. Il raisonne comme un gauche, et puis surtout quand il perd la chefille, il jette ses têtes de côté à gauche par moments en faisant un drôle de grignan. Il y a même des coups, et le plus fort est lui, il a l'air de le faire de l'œil, un clatchant sans yeux de scrutin. Chefille est de Saint-Pouilly, il rirouettait de lui, si c'est demandé un mariage. Non. Un beau jour, heureusement, ça nous dans sa journal comme d'habitude, il trouve tout à fait ce bal dans un annonce à Picard. Jean-fille est très choquant, fin bien, idolâtre et chibette, trache à rencontrer pour le motif, un cultivateur amoureux plus vieux, propriétaire si possible d'une ferme avec grand cochon, écrit dans ce journal. Alors nos Zéphirins, Poustica qu'il est, et depuis qu'il temps par les semaines, il dessac d'Alphonse Saint-Éloi les Snacrieux,
un papillon à l'aide tout gamme qui vient des Saint-Théon, du temps qu'il est tout garde, et ce plus belle plème, tout eux pour écrire à chauffer, comme ça, un picard et tout. Sans demander conseil à monsieur Chula, vu qu'on n'est jamais mieux servi que par lui-même. Il a bien raison. Mademoiselle, je ne vous connais pas au point, mais j'ai un idée que je vais bientôt vous connaître. Quand j'ai sur vos annonces, ma cœur est sali à but, je n'aime pas être. Osez quelque chose qui fait ma grand pied. J'ai le sein déchiré, et je suis un natif et French, pardon, à d'où que je vis tout seul avec une mère, deux vacalets, 4 truies, un bois vérin, puis gramin de cochon fin laitue, qui vous aimeront comme le mien. Je vais vous dire, et que j'ai besoin d'un jeune femme comme vous, ouais pour chevet, ouais pour chevet. J'ai 40 ans, puis tout m'aide, et je suis vos hommes pour vous vivre quand on vous. Elle me faut pour l'angir plus longtemps. Signal, Zéphirin Chuchu. Vledoche aux fameuses lettres parties. Point plus tard et 2 jours après, je vous réponse à la vie. Monsieur, quand j'ai tout 30 Dieu temps, ouvert vos lettres, et me poêtera à sa soulever contentement. On m'appelle Fifi, vu que maintenant je suis Delphine Grande Écoche. Et je suis un éléphant de gratte-penche. Et je suis le tout seul et tout, avec ma radeau de paix, 2 vagues, 4 trucs cochonneuses, mais sans verre. J'ai rien, puis qu'on fait l'affaire avec le vent. Et je suis déjà comme un pincher. Et je cante comme un rossignol. Que je serais content si on pourrait venir après-demain dimanche à nos maisons. Je choperai ma gauche en arrivant, une barrière en haut. Vous brûlerez point dans votre main. Signal, Fifi une grande écoche. Je dis, messieurs, Zéphirin Chuchu sur sa 31, avec ce plus belle rouillé, et ce casquette à oreille, elle veut donc partir. N'oublie point qu'elle est recommandée des en partant, une mouchoute à nœud, tout du chemin, sans corneux comme tu fais d'habitude. Et puis quand tu s'attires et que tu vas faire un grignard, tourne la tête pour qu'on te voie point, ou bien tu tires ta mouchoir pour aller ramasser. Puis surtout, fais bien attention à ti. Où est-elle partie? Il apprend un chemin par cœur. Il répète tout le temps par les cheveux, ma gauche, en arrivant, une barrière en beau, bon. Elle veut devant une barrière en question. Elle est grande ouverte, j'ai bien vu. On l'attend. Il faut une dizaine de grilles d'avance pour qu'il ne joue pas un frère. Comme quand on se gratte au sang, on n'avait plus à se gratter à prendre. Il tape à chaque porte. Chez grand-père, un ses charvins qui l'y ouvre. Alors, quoi qu'il aperçu nos Zéphirin, est incroyable. Delphine a route à donner à Chuchu un pieu cochon, à Dova contre un nez, comme un éléphant, tout compte esquetrane. Comme il est plachat, Zéphirin ne peut pas vivre, je suis blanc. Heureusement qu'il a de la ventre qu'à ses grignards. Delphine, à l'iri de tous ces vins blancs comme du lait. Il est tout de même en même temps étourdi devant un tableau péré, puis ébloui vers une si belle fille avec des pieux de venouer comme de lingue. Il n'ose point arranger. Bonjour, mademoiselle, qui lui dit en soulevant ce casquette. Bonjour, monsieur. Approchez, qu'elle y répond. Faites-y comme à vos maisons. Le bonhomme tout plus là. Pour espérer bien vivre, il se met même à flatter chez Pio Cochon, qui s'endort comme un bienheureux. Il est chouon peu mieux, d'eau flammée capoerie, du gâteau battu, d'eau bistouille. Grand-père, il n'arrête point de lui offrir des rachets puis des prises. Bonne occasion pour lui de profiter et puis il n'a plus la volonté. Quand tout le monde il est bien réconfort,
Aucun chapelle à fouet. Depuis 2 à fouet 4, 4 et puis 4 à fouet 8, plus cheveral, n'a fait point d'avantage pour être heureux. Chez l'air de grande manche, Zéphira, il a tornasté de cancou, comme pour herber de cheveux. Bon, je ne continue pas. Voilà, bon, ben, nous allons donc arrêter là ce parcours un peu rapide, bien sûr, de l'œuvre d'Eugène Chivot. Si vous avez des questions posées, vous pouvez en poser quelques-unes. Je n'ai fait qu'effleurer. Donc, on m'a donné à peu près le cadre d'une heure. Voilà. J'ai apporté quand même certains de ces ouvrages en français en mémoire, Incroyable conscience, pourquoi pas des romans, puis des revues de poésie d'Eugène Chivot. Et ces ouvrages, en tout cas, pur jus, de tout ensemble. Et puis, bien sûr, le deuxième, qui a été édité par Schoenstein, Rinchen. Le quatrième. Depuis le voyage. Ah bien, alors, bon, ici, dans Schlanchon de 1986-87, pour jour 86-87, il y a tout le texte de son voyage en Amérique. Quel numéro? C'est le numéro 26. L'année. À l'année 86-87. Voilà. C'est bien du Picard de Schwimeux, mais pourquoi y a-t-il une différence entre le Picard de Nièvre, Angers, Tixecourt par exemple, peut-être un lien avec celui du Schwimeux? Ah ben parce qu'il n'y a pas eu d'académie française pour le Picard, on n'a pas été centralisé, on peut le mot comme on peut le mot à Saint-Louis, on parlait dans son pays autrefois, et il y a des petites différences, par exemple, moi j'ai été élevé en partie à Bienfait, en partie à Bugny. Chez mes grands-parents maternels, on ne parlait pas comme chez mes grands-parents paternels à Bugny. D'ailleurs, ils se moquaient forcément les uns des autres. À Biéfard, on disait, mais qui sont Bouillou à Bugny? Bouillou, ça veut dire Picard, c'est affreux, quoi. Et puis à Bouillou, on disait, mais qui sont Bouillou à Biéfard? Bouillou, ça veut dire, oui, c'est ça, trop Picard. Mais ça change un peu. Bugny, Ambreville, Dargny, vous voyez à peu près la Lenoue, la vallée de la Brenne, c'est très voisin. Mais déjà, quand on se rapproche de la ville, il y a des différences notables. Enfin, ils se comprennent très bien. Toute la façade de la Manche, façade de la mer, ça vers Amiens, il y a des petits malentendus quelquefois, mais après. Et avec le Nord, qui est toujours le Picard, là, il y a quelquefois des petites difficultés de compréhension, parce que moi, j'habite Valenciennes, j'ai lu des textes. Et alors, un peu par coquetterie, ils disent qu'ils ne comprennent pas, si vous voyez, parce qu'aussi, on ne veut pas non plus trop. Enfin, là, c'est le Picard de Bugny qui ressemble très fort au Picard. Il y a une petite différence. En Ambreville et Dargny, on roule encore plus. Déjà, Bugny, on roule un peu les ailes, ils pètent des communes. À Ambreville, ils pètent des communes. Des chaînes d'Ambreville, ils pètent des communes. À Dargny, un peu aussi. Vous voyez, c'est rouler les airs, ça augmente la taille. Et en quelle année Chicago il est allé? Eh bien, en 85. Ah ouais, c'était un peu avant. 3 ans. 3 ans, oui, en 83, 4, c'est ça. Il le dit. Oui, je l'oubliais de À côté, à l'époque. Oui, oui. Ah, dans le jeune, j'ai tout ça. Donc il avait plus de 80 ans. Hein, mais... Ah oui, non, mais il affecte d'être un paysan de Villemeux qui n'a pas vu grand-chose. J'en ai cité que 2 exemples avec l'histoire, mais il affecte d'être un paysan. Il joue le rôle. Même là, le lait, le camembert, il n'a jamais emmené ça à Chicago. Hein. Non. Je me souviens très bien, il avait volontairement situé son récit comme étant le. Oui. D'ailleurs, il me semble bien qu'il y avait déjà vu l'oiseau bleu quand il est allé à Chicago, parce que l'oiseau bleu, il y avait des regroupements dans le camembert. Mais enfin, pour des raisons littéraires, il avait
j'avais une telle nostalgie du camembert d'oiseau bleu. Parce qu'à midi, tout le monde mangeait des camemberts d'oiseau bleu. Parce qu'on l'avait à des prix réduits et il y avait aussi ceux qui étaient trop faits, on les donnait de moins cher. En Montchelet. Alors, justement, comme dit Jean Vasseur, pour pouvoir mettre en Normandie, ils avaient mis véritablement en Normandie, mais gare d'expédition, Longcroix-Gamache, et la gare de Gamache était de l'autre côté de la Brenne, Longcroix était en Normandie. Et la gare ensemble, elle était mixte, puisqu'elle était normando-picard. Voilà. Bon, bien sûr, on aurait pu en dire beaucoup plus. Hein. Et il y a des textes intéressants que j'ai dû laisser de côté à cause de leur longueur et qu'on ne peut pas couper parce que la chute se prépare. C'est impossible. Voilà.